Bonjour à tous, on va commencer. J'espère que vous nous entendez tous bien, que la technique va être avec nous. Euh, donc on va aujourd'hui aborder une thématique qui est le Lean et la RSE, à savoir comment le Lean doit se mettre au service de la performance durable. Et on va tout d'abord commencer par se présenter. Donc moi je suis Alexandre Brun, je suis directeur de la transformation chez BPI France. Direction de la transformation qui est en charge de l'activité de conseil aux directions, mais qui porte également le programme Lean de BPI France depuis 10 ans. BPI France et le Lean, c'est une longue histoire d'amour qui a été lancée par Nicolas Dufourcq dès la création de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un programme qui a pu générer plus de 2000 chantiers d'amélioration avec 300 managements visuels qui tournent partout dans l'organisation et à peu près 200 collaborateurs qui sont formés chaque année au Lean Management. Donc le Lean, c'est un truc auquel on croit très fortement chez BPI France. Et si parfois on pourrait entendre dire que le Lean pourrait paraître un peu dépassé, nous on se dit qu'au contraire, le Lean est plus que jamais d'actualité pour répondre aux différents enjeux, à la complexité du monde dans lequel on évolue. Et on trouve que le Lean est un outil formidable de performance, de simplicité, pour répondre à ces différents enjeux et notamment à des enjeux très importants auxquels vous êtes tous confrontés probablement, vers lesquels on doit tous aller, c'est la transition écologique et énergétique. Et donc pour répondre à... C'est un sujet qui nous est cher chez BPI France et donc pour parler de ce sujet, on a fait appel à un expert. Donc j'ai l'honneur d'avoir Olivier Cornu avec nous qui est un expert du Lean durable et qui va pouvoir nous en parler pendant ces 45 minutes qu'on a avec vous. Et donc je vais laisser Olivier se présenter. Merci Alexandre. Olivier Cornu, moi je suis le président et le cofondateur d'un groupe qui s'appelle Cubic. Cubic, c'est un cabinet qui est spécialisé sur le Lean Management. On est leader en France sur le sujet et on a la chance d'être partenaire de BPI. On va vous raconter assez rapidement... Ah bah attends, hop. Lean et environnement, ce que ça nous dit. Et pour ça, on va déjà peut-être juste vous rappeler rapidement en fait, le contexte dans lequel on se situe. Parce qu'on parle beaucoup de décarbonation de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Vous devez savoir, la France s'est engagée sur un objectif, sur une stratégie nationale bas carbone qui a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est-à-dire, ce n'est pas d'avoir réduit à zéro nos émissions de carbone, c'est d'avoir réduit nos émissions suffisamment pour qu'elles soient digestes et qu'elles puissent être absorbées par l'ensemble des puits à carbone qui existent, que sont la nature, les océans, les forêts et ainsi de suite. Et donc, 3 leviers sont... Alors voilà, il y a un QR code pour ceux qui veulent écouter qui est juste là au coin. Sinon, on n'entend rien, effectivement. Il y a 3 leviers pour atteindre ça, et c'est les sous-objectifs qui sont associés effectivement à l'engagement que la France a pris. Le premier, c'est de réduire de moitié la consommation d'énergie. Ça veut dire soit éviter de consommer, soit consommer mieux, avec une efficacité énergétique accrue. Le deuxième objectif, c'est de décarboner complètement la production d'énergie. Alors vous savez qu'en France, grâce au nucléaire, on est quand même déjà bien parti là-dessus. Il y a encore un effort à faire sur les énergies renouvelables, mais on est effectivement en chemin. Et puis le dernier point, là ça correspond essentiellement, ça s'adresse essentiellement aux industries, c'est de diminuer de 60% les émissions et les pollutions qui sont associées à l'industrie, 60% par rapport à 2015. Okay, bien évidemment, s'il faut réduire la consommation, de l'autre côté, il faut continuer à prendre soin de la nature, puisque c'est elle qui va effectivement piéger le carbone. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus dans nos plans d'action. Alors ensuite, il y a encore des gens qui se disent on en parle beaucoup, mais est-ce qu'il faut le faire? Bon, moi, à l'heure où je vous parle, j'ai ma chère maman qui est sur une petite barque dans l'Essonne, évacuée par les pompiers parce qu'il y a Kirk qui a frappé un peu fort. Et donc, globalement, il y a 50 cm d'eau. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus sensibilisées effectivement au sujet. Très concrètement, aujourd'hui, on voit un certain nombre d'initiatives. Bien évidemment, on parle beaucoup des initiatives qui sont doublement vertueuses. Des initiatives qui vont limiter la consommation d'énergie. C'est à la fois un gain pour l'environnement, mais c'est aussi un gain sur la facture d'électricité assez basique. Vous allez me dire, tout ne va pas se faire comme ça. Non, tout ne va pas se faire comme ça, d'autant plus que si c'était que ça, globalement, tout le monde l'aurait déjà fait. Et donc, on va aller chercher dans nos entreprises des gains qu'on n'arrive pas à valoriser uniquement par la rentabilité en tant que telle de l'effort consenti, mais ça fait quand même une petite partie du chemin quand même.
Le deuxième sujet, ce sont les différents champs de contraintes volontairement décidés par les entreprises, par un certain nombre de gouvernances, d'actionnaires, de dirigeants qui se disent moi, j'ai envie de suivre désormais la consommation, l'émission de gaz à effet de serre par euro de chiffre d'affaires généré. C'est typiquement ce que l'on fait nous chez Cubic tous les mois. On regarde, on suit. Alors, ça fait que 3 ans qu'on le fait. Donc c'était une préoccupation que l'on n'avait pas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, depuis 3 ans, on mesure tous les mois combien est-ce qu'on émet de gaz à effet de serre. Ça, de fait, ça aligne l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise en disant comment est-ce qu'on fait collectivement pour améliorer les choses. Troisième exemple, si les entreprises se lancent là-dedans, ça veut dire que ça va aussi faire bouger les filières en amont. Très concrètement, il y a de plus en plus de grands donneurs d'ordre qui mettent dans les appels d'offres des critères RSE dont le poids ne fait qu'augmenter année après année. Et ça, au fur et à mesure, ça aide aussi les filières à se transformer parce que les fournisseurs se disent si demain je vais être capable de continuer à travailler, il va falloir que j'améliore l'impact environnemental que j'ai. Quatrième sujet, il y a un certain nombre de réglementations également qui vont nous inciter à le faire. Des réglementations, on parle de taxe carbone, on parle effectivement d'autres incitations, mais typiquement, ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, ça tâtonne, c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi des distorsions de concurrence que ça va amener entre différentes plateformes géographiques qui n'ont pas exactement les mêmes règles environnementales, et ça, on parle en fait de l'acier chinois versus effectivement les voitures. Voilà, vous connaissez effectivement tout le débat qui est associé, et ça amène aussi à faire changer les choses. Et puis, il y a une prise de conscience quand même très forte, et je pense en particulier chez les jeunes générations, tous ceux qui d'entre vous ont des équipes qui sont relativement jeunes, voient effectivement que c'est une question qu'on pose de plus en plus en entretien. Et vous, concrètement, vous faites quoi chez vous sur la RSE, sur l'impact environnemental en particulier? Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation qui est supérieure. Mettez l'entreprise au milieu de tout ça. Aujourd'hui, de toute façon, on est en train de se mettre collectivement dans une situation de non-choix. De fait, on va y arriver. De fait, tout le monde est en train de se mettre en mouvement vers la décarbonation. Bon, alors si c'est le cas, si ce n'est pas négociable, nous, on a décidé il y a 3 ans de se l'appliquer à nous-mêmes. Et puis ensuite, une fois qu'on se l'applique à nous-mêmes, qu'on a obtenu les résultats, en 3 ans, on a diminué de 30% le taux, les émissions de gaz à effet de serre par euro de chiffre d'affaires généré. Et derrière, on s'est dit, on va accompagner nos clients également dans cette démarche-là. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Concrètement, on est ressorti là avec une seule conviction, c'est de se dire, le Lean, c'est un excellent allié pour diminuer les émissions, de gaz à effet de serre, que ce soit sur les process existants, et y compris sur les nouveaux investissements, ce qu'on appelle les CAPEX, parce que dans les 2 cas, on va vous montrer, l'illustrer, ça permet vraiment d'impacter lourdement l'impact environnemental. Donc on va vous proposer un petit jeu pour mesurer certains aspects de votre compréhension du sujet. On va vous faire un peu d'exercice d'ailleurs. Ce qu'on vous propose, c'est déjà de vous lever. Et pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à commenter sur le chat si vous avez déjà suivi, organisé une fresque du climat dans votre entreprise ou toute sensibilisation un peu similaire. Ok. Je vais prendre des photos. On va passer à la deuxième question. Qui a déjà fait le bilan carbone de son entreprise? Vous pouvez vous baisser pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ok, il reste déjà un peu moins de monde. Et enfin, qui a déjà réalisé une amélioration de son bilan carbone avec des gains significatifs à hauteur de 10% de son bilan carbone? Tous ceux qui n'ont pas fait ça peuvent se baisser, les autres restent assis, restent debout. Donc il reste combien? 4 personnes. Donc on voit effectivement qu'il y a encore du chemin à faire potentiellement sur la question. Et c'est un bon marqueur. Merci aux participants. Merci de vous être prêtés à l'exercice. Effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la sensibilisation progresse, l'action est légèrement décalée effectivement dans le temps, notamment parce que en fait, on fait quoi? Si moi, concrètement, qu'est-ce que je peux faire effectivement chez moi et dans mon entreprise, au-delà d'acheter des véhicules électriques et puis de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de mes bureaux, en fait, concrètement, je peux faire quoi? En fait, pas mal de choses, mais c'est probablement pas vous qui allez le dire, et c'est plutôt vos équipes, et c'est ce qu'on va illustrer par 3 cas de clients que l'on a accompagnés. Vous allez voir, pour obtenir des résultats qui sont significatifs. Le premier, c'est un fabricant de compotes et de confitures qui n'a pas de démarche Lean, qui n'a pas de démarche RSE particulière et qui nous appelle à un moment, j'ai envie de dire, assez opportun où les prix de l'énergie globalement ont doublé et dit
globalement, nous, il va falloir qu'on soit capable de dépenser moins d'énergie parce que ça a un impact qui est majeur effectivement chez nous. Mais on ne sait pas comment s'y prendre. C'est le cas de bon nombre d'entreprises. Ok, on est allé sur le terrain, on a emmené les équipes très concrètement, puis on a cartographié toute la chaîne de production voilà. On prépare, on sort les différents fruits qui sont congelés, parce que bien évidemment, si on mange des confitures ou des compotes à la fraise, c'est pas toujours effectivement de saison, donc c'est congelé. Derrière, on les décongèle, on les passe dans un bol, on chauffe, on broie et ainsi de suite. On met l'ensemble de la mixture dans des pots qu'on va ensuite ébouillanter pour les pasteuriser, pour que ce soit clean. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir les expédier. Tout ça, eux, ils n'ont rien découvert effectivement en le faisant. La seule chose qu'on leur a demandé, c'est tout le long du chemin, on cartographie, on va vous demander de regarder quelles sont les consommations d'eau, quelles sont les dépenses d'énergie, que ce soit l'électricité, du gaz ou du pneumatique. Et à ce moment-là, on a identifié 32 idées, 32 actions potentielles à mettre en œuvre. Je vous en donne juste 3 exemples. Le premier, c'est, on l'a dit, on passe notre temps à chauffer. Et donc, dans un atelier, à force de chauffer, il commence à faire chaud. D'accord, vous imaginez bien qu'il y a un peu de déperdition de température. Et pour des raisons de qualité de vie au travail des différents collaborateurs, il y a aussi de l'extraction de chaleur pour qu'on soit capable de travailler dans de bonnes conditions. En fait, là-dedans, on remonte des fruits qui sont congelés. On va les mettre directement dans le bol. Et donc, on va chauffer un peu plus le bol pour pouvoir décongeler les fruits avant de pouvoir les broyer. Alors même qu'il suffirait de les laisser à l'air libre, il fait déjà tellement chaud, on les remonte un tout petit peu effectivement avant. Voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui est invisible de la part d'un ingénieur dans un bureau d'études et que les équipes disent globalement, ça ne nous ferait pas de mal d'avoir un tout petit peu l'ensemble de ces produits qui soient là en train d'attendre juste avant de passer. Deuxième sujet, c'est justement quand on a regardé les différents bols. On a ouvert les bols concrètement, on a regardé s'il en était. Ils étaient utilisés à 25%. Un quart seulement. Pourquoi? Parce que les séries qui sont demandées par la grande surface ne sont pas suffisamment importantes et donc ils demandent aujourd'hui plein de goûts qui sont différents et donc au fur et à mesure les séries diminuent, les équipements ne sont pas adaptés, on chauffe l'ensemble du gros bol plutôt qu'un petit. Et puis le troisième, c'est le pasteurisateur. Le pasteurisateur, c'est une bonne tête de chauffe-eau si vous voulez, quoi. On chauffe de l'eau à ébullition et puis on laisse ça comme ça. Puis ensuite on part. Ouais, en fait, ça ne tourne pas la nuit, ils ne sont pas en 3/8. La nuit, effectivement, ça ne tourne pas. Ça, c'est jamais arrêté. C'est comme votre chauffe-eau, effectivement, chez vous. Il n'y a pas de modulation de la température et donc toute la nuit, ça continue à chauffer. Vous voyez, on a identifié un certain nombre d'idées, mais vraiment, on peut se dire, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner le monde, ou pas, parce qu'en fait, on a mis en place donc, ces 32 idées. Les équipes qui elles-mêmes avaient identifié les sujets ont mis en place ces idées effectivement d'économie et ça a permis de sauver 28% de la consommation du site. 28% de la consommation du site était liée à des idées de cette nature-là. Le tout sans aucun capex supplémentaire, on n'a pas remplacé, on n'a pas installé de panneaux photovoltaïques, on n'a rien fait effectivement là-dessus. La deuxième chose, c'est que comme on a vu que les fours, ils étaient mal dimensionnés, on leur a dit plutôt que mettre des gros bols, vous allez mettre des petits. Et donc au fur et à mesure du remplacement, vous allez remplacer par des unités qui sont plus petites qui vous permettront d'être beaucoup plus modulaires sur le sujet. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette expérience-là? En fait, le Lean, c'est une démarche qui permet de mobiliser vos équipes et de créer de l'attention sur un sujet sur lequel vous allez au quotidien leur demander. Ici, on a créé un challenge. Après cette visite initiale et la mise en place de ce premier plan d'action, la question était de se dire comment on fait pour continuer. Ce qu'on fait, c'est qu'à force d'animer des rituels au quotidien avec les équipes en leur disant on a un challenge sur l'environnement, on a un challenge sur l'impact, au fur et à mesure on trouve plein d'autres idées, on se sensibilise et donc au fur et à mesure on va éteindre tel équipement dont on ne se sert pas en fait à tel moment où on est sur un autre équipement et au fur et à mesure on a continué effectivement à gagner de manière un peu asymptotique, j'en veux bien, et globalement ce sont des choses qui sont invisible par une direction, impossible à les chercher parce que la direction ne peut pas voir ces sujets-là, la direction ne peut pas les suivre dans un Excel en disant est-ce que ça a été fait ou pas et on ne peut pas mesurer directement en fait l'impact de ce gain-là. Mais au global, c'est un impact qui est majeur. Je me permets, Olivier, juste de rebondir sur ce point, mais qui est un point qui est assez important pour nous chez BPI France, où notre conviction, c'est vraiment que le Lean est sans doute le seul système de management qui permet vraiment de travailler sur l'apprentissage des collaborateurs, de les apprendre à identifier, à résoudre des problèmes et à la fin de libérer leur potentiel. Et c'est nous, cet aspect culturel, en tout cas du Lean, qu'on essaie de propager au sein de notre entreprise, mais également auprès de tous les entrepreneurs. C'est un point fondamental pour nous. Pardon, Olivier. Tu as raison. Le deuxième apprentissage, c'est... en fait, c'est la mobilisation de l'équipe sur des sujets de cette nature-là. Ça rapporte 28% dans cette usine. Ça veut dire que ça fait un quart du chemin que l'on a besoin de faire à l'horizon 2050.
Ce que vous voyez en fait ici, c'est l'historique de la trajectoire des émissions à gaz à effet de serre de l'industrie en France. Ça, c'est malheureusement pas beaucoup. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder effectivement dans l'audience ici, c'est les 4 personnes qui se sont levées par rapport en fait à la cinquantaine qui est présente ici. Il y a effectivement un peu de gain parce il y a eu un peu de gain d'efficience, j'ai envie de dire, énergétique. Mais ça, c'est la désindustrialisation globalement en fait de la France. Le chemin qui nous reste à faire, il faut qu'on arrive à le faire sans perdre en compétitivité. J'y reviendrai effectivement après. C'est aussi un sujet qui nous tient à cœur, je pense, à la fois pour BPI et dans le Lean de manière générale. Et donc, on a 75% à aller chercher. Un quart de ce chemin-là, il est lié à la mobilisation des équipes sur des actions, et c'est des solutions qui ne sont pas techniques. Deuxième cas de figure, deuxième client que l'on veut mettre en avant, c'est Petit Bateau. Petit Bateau, vous connaissez, vous allez très rapidement comprendre le principe. Je prends des fils, je les tricote pour obtenir un tissu ou un tricot, je le teins d'une certaine couleur, j'imprime des motifs, je brode un peu dessus, je le couds, tadam, j'ai le t-shirt ou plus généralement le body dont vous servez pour vos enfants. Ça, c'est le concept. Et maintenant, le témoignage. On espère que vous entendez bien. Bienvenue chez Petit Bateau, où l'on tricote nos habits Petit Bateau. Et on part du fil pour avoir cette robe. On a mis en place une supervision énergétique sur plus de 180 points de comptage sur tout le site, donc en électricité, sur les compteurs d'eau et sur les compteurs gaz. Parce qu'avant, on n'avait que les factures sur lesquelles se baser pour avoir nos consommations mensuelles. Et on a voulu rentrer plus dans le détail pour pouvoir agir au plus près des pôles qui consommaient le plus sur le site. Grâce à ces mesures, on s'est rendu compte que le nouveau séchoir consommait 2 fois plus d'électricité que l'ancien. Ça nous a permis d'arbitrer sur une utilisation plus importante de l'ancien. On voulait racheter une deuxième nouvelle machine et on a décidé de stopper l'investissement grâce à ces mesures. La teinture, c'est l'atelier qui consomme le plus d'énergie et d'eau. Donc c'était le point de toutes nos attentions pour pouvoir réduire toutes ces consommations. Donc on a lancé un projet pour réduire le nombre de retouches parce qu'on s'est aperçu qu'on ne maîtrisait pas aujourd'hui nos process parce qu'on avait beaucoup de retouches en teinture. Donc on a mis en place toute une phase de collecte à travers un point 15. Le point 15 nous permet aujourd'hui de communiquer donc avec les équipes qualité, les équipes développement et les équipes production, de communiquer sur toutes les passes, c'est-à-dire toutes les teintures que l'on fait, et d'évaluer le nombre de retouches de la veille. Aujourd'hui, on arrive à identifier quelles sont les causes de retouches et les catégoriser. Grâce à tout ça, aujourd'hui, on peut identifier un Pareto pour mener des actions et réduire au maximum les causes de retouches. Ça nous permet chaque jour de balayer si on a des problèmes qu'on peut régler immédiatement à travers un plan d'action. On observe une vraie diminution du taux de retouche. En 6 mois, on est passé donc de 37% à 18%. On a réduit de près de moitié nos retouches dans l'atelier, juste à travers des actions immédiates, de la communication dans les équipes et une prise de conscience des équipes teinture. Grâce à cette nouvelle méthode, aujourd'hui notre équipe est plus forte. 1. Grâce à une meilleure communication. 2. Elle permet de résoudre les vrais problèmes. Voilà le cas effectivement de Petit Bateau. Vous avez compris qu'on est ici dans le cas d'une entreprise qui est beaucoup plus mature en termes de démarche Lean ou de démarche environnementale. C'est une chance parce que leur plateforme de marque, c'est quand même liberté, qualité, durabilité. Donc bien évidemment, ils embarquent des convictions très fortes sur le sujet. Et vous aurez compris que mettre en place une mesure systématique, impliquer les équipes et tout ça, ça leur a permis vraiment de progresser. Ils ne le disent pas, mais c'est 18% de consommation d'énergie, beaucoup plus que ça en termes d'eau et d'effluents qui ne sont pas rejetés grâce à la démarche. Et puis, on va y venir en fait juste après, mais des CAPEX qui sont mieux réfléchis. Premier point, c'est qu'en fait, dans une entreprise qui est mature, qui a déjà mis en place du Lean, les sujets environnementaux, pour les traiter, c'est presque pas d'effort de plus. Presque pas d'effort de plus. Vous avez déjà les rituels de management, vous avez déjà une attention, une acuité qui est développée sur les procédés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est capable
de mieux voir effectivement ce qui se passe. Il suffit presque de porter le regard effectivement dessus, de faire un complément. Mais il y a déjà, j'ai envie de dire, tous les rituels qui permettent au fur et à mesure de comprendre quels sont les bons problèmes que l'on veut traiter et que l'on veut améliorer. Et ça, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile à digérer pour les équipes de terrain plutôt que d'avoir un énième programme différent qui vient du siège, où il y a le programme sécurité, le programme excellence opérationnelle, le programme environnemental et ainsi de suite. Deuxième sujet, c'est que, quatrième apprentissage plutôt, c'est que grâce au Lean, les équipes ont été capables de beaucoup mieux comprendre ce qu'ils achetaient en termes d'équipement, et donc pas seulement d'acheter de meilleurs équipements, mais même de renoncer à acheter un équipement. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont tellement peu matures dans l'appréciation qu'elles ont de leur impact environnemental et la façon dont il se construit, que globalement, on prend des décisions aujourd'hui qui sont généralement des paris, mais trop peu documentés, trop peu mesurés. On se dit, la nouvelle machine va forcément être plus économe plutôt que l'ancienne. Et en fait, malheureusement, dans le cas présent, ce n'était pas le cas, mais ce n'est pas la seule fois qu'on voit ça. Dernier cas de figure, dernier client effectivement dont on voulait parler, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard, je pense que vous connaissez effectivement le type de produits qu'ils font. Il n'y a pas besoin de vous les présenter. En l'occurrence, on s'est posé la question de savoir, eux se posent la question, ils prennent un engagement qui est très très fort en termes d'environnement et ils veulent déjà refaire la moitié du chemin d'ici 2030. Résultat, on a travaillé avec eux pour identifier tout le long de la chaîne de valeur comment est-ce qu'on pouvait impacter, comment est-ce qu'on pouvait tenir l'objectif qu'ils se sont donné. Pour ça, on a identifié 3 leviers. Le premier, c'est d'alléger les bouteilles. Ça ne se voit pas, ça ne se voit quasiment pas. On n'a pas gagné 20%, mais comme les bouteilles sont effectivement plus minces, on consomme moins effectivement d'énergie, donc c'est un impact moindre sur les émissions à effet de serre. Deuxième levier, c'est d'incorporer du recyclé. Le recyclé, c'est aujourd'hui pas encore une réalité dans cette industrie partout. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur l'apparence du verre. Et donc, en travaillant avec les équipes marketing et avec l'acceptation des clients, eh bien, on se rend compte que, OK, il ne sera pas pur, transparent, magnifique, mais globalement, en fait, on est capable de jouer aussi là-dessus en termes de marketing. Et on a fait des tests consommateurs qui font que les consommateurs, sans même se rendre compte, ce n'est même pas un acte militant de leur part, même si effectivement Pernod pourra communiquer sur le sujet, globalement, ça n'a pas d'impact effectivement sur leur consommation. Et puis, dernier point, travailler en amont avec l'ensemble de la filière. Et là, ils font preuve effectivement de toute leur responsabilité de grand donneur d'ordre et de dire, globalement, nous, on va consommer, on consomme énormément effectivement de verre. On va vous demander, vous les verriers, de faire des investissements, de consentir des investissements pour passer de fours au gaz, de fours électriques qui vont moins consommer, moins générer de gaz à effet de serre. Alors, ça marche dans les pays où la consommation ou la production d'énergie elle est largement décarbonée. Donc en France, par exemple, c'est le cas. Si vous allez en Allemagne, ça marche pas trop. Globalement, ça en émet toujours un peu moins, mais comme globalement, il y a beaucoup de centrales à charbon derrière, c'est pas aussi efficace que ça. Donc ça a aussi un impact derrière sur des industriels qui mettent une pression sur le politique pour dire il faut aussi, en fait, nous, que l'on améliore effectivement ça, parce que globalement, je suis en train de perdre des marchés vis-à-vis de grands clients qui sont internationaux et qui peuvent se fournir à différents endroits. Ça, l'ensemble de ces démarches-là, ça représente cumulé presque les 2/3 de l'émission à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre de Pernod sur cette catégorie, donc sur l'ensemble en fait des verres. Donc c'est extrêmement significatif. Alors qu'est-ce qu'on en apprend? Là, effectivement, dans le cas de figure, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'être capable de faire une cartographie de la chaîne de valeur de bout en bout, quoi. Et de se dire, on est capable de voir à quel endroit est-ce qu'on va avoir le plus d'impact. Il y a des endroits où on va y passer beaucoup de temps et puis finalement, ça va rapporter peu. Il y a des endroits où on va pouvoir gagner beaucoup très rapidement. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et puis le dernier point, c'est bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut demander aux autres de s'améliorer sans rien faire chez soi, c'est bien évidemment tout le contraire, mais ce n'est pas parce que vous avez lancé une démarche chez vous que vous ne pouvez pas avoir un impact très important sur la filière effectivement en amont. Et donc votre responsabilité en tant que grand donneur d'ordre, s'il y en a ici est présent, effectivement, c'est de pousser l'ensemble de votre filière et de vos fournisseurs à progresser sur le sujet. Alors en conclusion, aujourd'hui je pense qu'on en est un peu là, quoi. Vous avez vu tout à l'heure quand vous êtes levé, en tout cas si le panel ici est représentatif, et je pense qu'il ne l'est pas,
Parce que concrètement, si vous êtes venu sur un truc qui parle d'environnement, c'est que le sujet vous intéresse. Mais globalement, la fresque du climat ou une sensibilisation de cette nature-là, il y a à peu près les 2 tiers de l'audience qui s'est levée. Donc il y a encore un tiers où l'entreprise n'a pas pris effectivement en charge cette sensibilisation-là. Ensuite, il y en avait un petit peu moins qui s'étaient lancés dans un bilan carbone où, quelle que soit, j'ai envie de dire, la mesure, hein, il n'y a quasiment pas de progrès sans mesure. Ben, c'est quasiment un prérequis pour le faire. Voilà, on peut le faire de manière plus localisée. Ça, c'est en train de progresser fortement. Là où le bas blesse, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés, qui mesurent, mais qui se disent maintenant, en fait, je fais quoi? Qui se tournent uniquement vers les solutions techniques. Les solutions techniques ne feront pas tout. Et en plus de ça, on l'a vu tout à l'heure, parfois on a des a priori sur les solutions techniques qui nous font se tromper un tout petit peu. Pour ça, il faut faire une formation. Il faut comprendre effectivement quels sont les leviers qui sont à notre disposition. Il n'y a que les entreprises qui vont être capables de faire ça. Si on regarde en fait aujourd'hui, on parle de plus en plus d'environnement, on en parle dans la presse, on en parle sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas d'objectif de former, ils ont des objectifs d'informer et de distraire. Quand on rentre dans des démarches qui vont demander des mobilisations d'équipes et d'identifier les leviers, là on est dans le cadre de la formation et en France en particulier, il n'y a que les entreprises qui vont être capables de le faire. Si les entreprises se mobilisent, on y arrivera, sinon ça va être extrêmement compliqué. Alors j'aimerais juste vous laisser sur une petite réflexion, parce que le sujet de la décarbonation de l'économie, c'est un défi qui est colossal. On l'a vu, je pense que vous pouvez le voir à d'autres endroits aujourd'hui à Big. Ça représente aussi une opportunité unique de reconcevoir l'ensemble de nos modes de fonctionnement, depuis la conception, la façon dont on achète, la façon dont on produit, et de mobiliser les équipes autour d'un projet qui est porteur de sens. Le Lean, vous l'avez vu, ce n'est pas qu'une démarche de réduction de coûts, s'il vous plaît. Je vais avoir une petite attaque en fait sinon. C'est un état d'esprit, c'est une culture d'entreprise qui place au cœur de ses préoccupations l'amélioration continue et qui mobilise ses collaborateurs. Alors je vous invite à embarquer dans l'aventure, sensibiliser, mesurer, former, impliquer l'ensemble de vos équipes et puis construisons ensemble une économie qui soit décarbonée, compétitive et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier. Donc on va passer à la session de questions-réponses. Un point qui nous semblait important de vous préciser, c'est effectivement, on a parlé de Lean, de RSE. La RSE, c'est pas que l'environnement, c'est un prisme qu'on a appris parce que le sujet de la RSE est très large. En tout cas, on a choisi ce prisme. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vont un peu au-delà de ça à nous les poser. Sinon, on est à votre disposition également avec Olivier pour discuter de ça après la masterclass, évidemment. Sur la session de questions-réponses, donc on a quelques questions en ligne, mais on va donner priorité aux personnes qui sont présentes physiquement. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont des questions? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous faire passer le micro. Bon, écoutez, on va prendre la question en ligne en attendant. Donc on a Fanny qui nous demande, est-ce que Olivier, tu aurais un exemple, mais dans le domaine des services? Ça semble toujours plus évident dans les entreprises industrielles. Et effectivement, on avait 3 entreprises industrielles là, qui ont été adressées dans le cadre de ta présentation. Est-ce que tu peux nous parler du monde des services et comment ça se combine avec le Lean? Avec plaisir. Dans le monde des services, comme vous pouvez l'imaginer, l'impact environnemental il est plus faible effectivement que l'industrie. C'est la raison pour laquelle on avait fait ce choix de trouver à la fois des PME puis des grands groupes pour voir comment est-ce que ça pouvait s'illustrer. Il se pose dans le cadre de l'industrie les mêmes questions que dans le service. Mais peut-être que je peux apporter un 4e témoignage en fait, qu'explique Cubic, société de service s'il en est, on est 120, on est basé à Paris, Nantes, Toulouse, Lyon, et nos clients sont beaucoup en France, un petit peu à l'international. On a fait notre bilan carbone, je vous l'ai expliqué effectivement il y a 3 ans. Et je pense que la grande majorité des entreprises de services vont se retrouver en fait, dans mon témoignage. C'est-à-dire que quand on a reçu le bilan carbone, on s'est rendu compte que l'immense majorité de nos dépenses de carbone en fait, étaient liées aux déplacements que l'on a. Donc c'est les déplacements bien évidemment chez nos clients, mais c'est les déplacements également de nos clients dans nos centres, dans nos usines écoles ou dans nos centres de formation. Et le deuxième levier, c'était ce qu'ils mangent. Alors là, on commence à toucher des sujets qui sont un peu plus touchy. Et donc, on a commencé par le sujet tout simplement des transports. Quand on a commencé à regarder le sujet des transports, on s'est dit, c'est quand même pas compliqué, il y a des solutions. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture, il suffit de basculer sur des voitures électriques. Là, on commençait à toucher effectivement un acquis social, on a touché quelque chose qui était effectivement difficile, qui était de se dire, ouais mais bon,
moi vous êtes sympa, mais moi je m'en sers pour partir en famille, en vacances, et puis se dire quand je vais me déplacer, il va falloir que je m'arrête. En fait, au début, la contrainte paraissait extrêmement difficile, donc on a commencé avec ceux qui voulaient, puis on a embarqué au fur et à mesure, et on s'est assez vite rendu compte que on arrivait à gagner les esprits, parce que finalement les gens se sont rendus compte que finalement une pause de temps en temps, c'était pas si désagréable que ça, que finalement ça se recharge assez vite, que de toute façon il fallait bien que je m'arrête parce qu'il fallait que je mange un morceau. Et donc en fait l'acceptation a été beaucoup plus importante. Ce dont on s'est rendu compte après coup, c'est de se dire finalement si ça va moins vite, peut-être qu'il vaut mieux que je prenne le train. Et donc on a un nombre de kilomètres, on travaille toujours autant, on travaille même plus en fait qu'avant, et on a un nombre de kilomètres fait en voiture qui diminue drastiquement. Et puis là maintenant on entend tous les bénéfices, c'est je peux travailler dans le train, je suis moins fatigué, et bien évidemment nous on est contents parce que nos collaborateurs prennent moins de risques en termes de sécurité. Donc en fait ce qu'il faut voir je pense pour les entreprises de services en particulier, mon retour si vous voulez sur le sujet, c'est que ça peut aller assez vite parce que le bilan carbone il va être concentré sur un tout petit nombre de catégories. Par contre, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que la mise en place de la solution, elle va être itérative. C'est que vous allez venir avec une première solution, l'acceptation sociale va être compliquée. Il y a des gens qui vous disent « m'ennuyez pas effectivement avec ça ». Ça amène des discussions qui sont assez compliquées parfois. Il faut être capable aussi de mettre l'AOLA sur le périmètre de discussion. Il y a des gens effectivement qui ont décidé d'arrêter de manger de la viande. C'est pas pourtant que ça s'impose effectivement aux autres. Donc, vous voyez, ça amène tout un débat au sein de l'entreprise. Pas inintéressant. On propose systématiquement une option végétarienne aux personnes qui viennent en formation. On montre quel est combien de kilos de CO2 est associé à chacun des menus qu'ils mangent le midi. On ne veut pas culpabiliser qui que ce soit, on n'en parle jamais, on dit juste nous quel est l'engagement que l'on a, parce qu'on le suit en fait derrière, pour être capable aussi de progresser là-dessus. Donc ça va être assez facile, on identifie rapidement. Ensuite, ça va surtout être un vrai combat, un vrai débat, j'ai envie de dire plutôt, de faire progresser les gens, leur réflexion sur le sujet. Et ensuite, avec ça, déjà, vous serez bien lancé, quoi. Donc effectivement, et donc entreprise de service, on pourrait évidemment citer BPI France, hein, c'est le cas. On a d'autres entreprises qui moi, me permettent de sentir qu'il y a quand même un engouement autour du Lean qui est aussi en train de revenir avec des startups de la tech. On pourra penser à Conto, on pourra penser à Théodo, qui ont beaucoup théorisé, qui font beaucoup de publications autour du Lean, notamment dans la tech. Donc c'est des entreprises qui sont en train de remettre le Lean au centre du jeu, et c'est très bien comme ça. On a d'autres questions, je crois. Oui, moi j'ai une question autour des services numériques. On voit quand même dans les services, on utilise beaucoup l'informatique, notamment dans le secteur. Moi, je suis dans la banque et l'assurance. On voit que c'est un sujet. Est-ce qu'il y a des leviers d'action? Est-ce que le Lean va pouvoir s'appliquer aussi simplement sur tous ces services informatiques qui consomment beaucoup de gaz à effet de serre? Alors, justement, Alexandre venait de le préciser, le Lean dans l'informatique et dans les DSI, y compris dans les services financiers, ça marche fort. Ça marche très très bien. C'est très adapté à ces environnements-là. Vous allez avoir un impact en termes de gain de temps. Vous allez avoir un impact en termes de capacité à partager au sein d'une équipe, à résoudre des problèmes et ainsi de suite. Et ça, voilà, ça va être très important. L'impact environnemental, c'est la partie congrue. Parce que globalement, dans l'IT, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas tant le Lean qui va apporter que des sujets qui vont être essentiellement techniques. On parle de Green IT, éviter que les pages se rafraîchissent tout le temps pour s'assurer quand est-ce qu'il a cliqué, effectivement. Bon, voilà, vous connaissez ça mieux que moi. Et on parle aussi de l'impact de l'IA. Et finalement, quand on regarde que l'IA aujourd'hui, moi je suis toujours ahuri de voir à quel point est-ce que les nouvelles technologies sont adoptées notamment par les jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne en fait dans notre équipe qui va chercher. On était à la dune du Pilat l'autre jour, puis elle fait combien d'eau? Question somme toute assez légitime quand on est en haut, là, qu'on est tout transpirant. Et on se dit, voilà. Et donc c'est ChatGPT, combien fait la dune du Pilat? Mais attends, mais Google te le fait, quoi. Google te le fait, et aujourd'hui on estime que l'IA c'est 7 à 25 fois plus de consommation énergétique que Google. Donc on se dit, waouh. Donc ça va être beaucoup de la sensibilisation, ça va être des sujets qui sont techniques. Et le Lean va aider les équipes à se mobiliser sur le sujet. Je ne suis pas sûr que faudrait regarder effectivement comment est-ce qu'on anime un challenge. Donc des équipes pour essayer de diminuer ça, mais effectivement ils vont peut-être avoir plein d'idées. Ouais, c'est un bon point. Plein d'idées effectivement pour voir comment est-ce qu'on fait pour travailler sur ce sujet-là. C'est un bon sujet.
effectivement. Les réponses ne sont pas que techniques, donc. Vous m'entendez? Une question un peu connexe. Donc on sait que le Lean a ses lettres de noblesse dans l'industrie, dans la production, et les 3 exemples l'ont montré de manière très claire. Quid du scope à l'intérieur de l'entreprise, les services administratifs, etc. Est-ce que vous arrivez à mobiliser, à travailler avec le Lean sur cette fonction RSE, quoi? Comment vous arrivez à un petit peu sortir, si je peux dire, de la pure production? Ou est-ce qu'on vous le demande, vous y arrivez? Enfin, comment vous arrivez à faire bouger les choses là-dessus? Alors, on nous le demande. C'est-à-dire qu'on nous le demande à la fois, les entreprises ont envie que ces challenges-là s'appliquent pas seulement à la production, mais à l'ensemble des services. Et on nous le demande parce qu'il y en a plein. Il y a plein de participants, j'ai envie de dire, dans les services support qui disent « Ok, et moi, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire en fait concrètement sur le sujet ?» Là, le sujet, en fait, il faut regarder concrètement quel est leur impact environnemental. Donc, les impliquer, les engager sur un challenge, ça, on sait faire. Et globalement, on travaille en fait sur 2 choses. On travaille sur la diminution, effectivement, de leur impact environnemental, mais qui, effectivement, par rapport aux usines, effectivement, est plus modéré. Donc, on va travailler sur des déplacements, sur un certain nombre de choses. On travaille sur où est-ce qu'on va sourcer les différents équipements de bureaux, en fait, assez classiques, des choses comme ça. Mais là aussi, globalement, je connais aucun comité de direction de site qui dit « Ouh, le sujet de l'année, c'est de savoir où est-ce qu'on va sourcer les ramettes de papier ». Ça a un impact aussi. Chacun, effectivement, fait sa part. C'est le principe du colibri. Hein. Chacun, effectivement, prend sa part. Et donc là, on mobilise les équipes, effectivement, sur le sujet. Il y a un deuxième sujet, c'est l'adaptation. C'est-à-dire notamment quand on travaille avec des services RH, on peut travailler sur quel est l'impact que vous avez effectivement chez vous, mais et demain, qu'est-ce que ça va donner quand il y a des événements climatiques comme on le vit effectivement en ce moment, même s'il est relativement modéré, je vais quand même appeler ma mère en sortant, mais demain, qu'est-ce que ça va donner quand on travaille à l'extérieur, qu'on construit des routes et qu'il va faire régulièrement plus de 40 degrés? Et ça, typiquement, les RH ne sont pas seulement sur l'atténuation, j'ai envie de dire, des émissions, mais sur l'adaptation de l'entreprise et des conditions de vie. Là, ils sont vraiment dans leur cœur de métier et là, ils disent « Mais oui, mais en fait, mais c'est sûr, nous aussi, on a un rôle effectivement à jouer là-dessus. » Ça répond à votre question? Ouais. Un point qui nous semble intéressant chez BPI France, en l'occurrence, avec la démarche qu'on peut avoir, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans la technologie. On pourrait se dire effectivement que la digitalisation, l'intelligence artificielle vont venir. C'est ça la vraie transformation. Ce qu'on peut constater, c'est que dès qu'on va digitaliser un process, notamment dans des fonctions support, etc., que ce soit de la comptabilité, des moyens généraux, etc., ça va libérer du temps chez les collaborateurs. Et c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire de ce temps pour être sûr que s'ils se réinscrivent bien dans quelque chose à valeur. Et ça, seules les personnes qui sont sur le terrain sont capables de se dire comment on va pouvoir s'y consacrer sans se perdre dans de la bureaucratie, qui est quand même le gros sujet contre lequel le Lean lutte. Merci. Enfin, c'est pas du tout une question, mais juste pour rebondir là-dessus, un truc qui peut être très très utile, c'est la matrice de double matérialité, mais au niveau métier. Moi, j'anime des ateliers là-dessus et on l'a fait chez moi, chez AXA Climate. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point, typiquement RH, mais pour tous les autres métiers, que je travaille en marketing, en IT, risk manager, enfin peu importe votre métier, c'est de comprendre quel est l'impact de votre métier sur l'environnement et de voir à quel point l'environnement a également un rôle à jouer sur votre métier. Vous parliez du climat déréglé pour les RH. Typiquement, demain, dans mes contrats, dans mes trucs de santé, pour m'occuper de mes salariés, il va falloir que j'intègre ces fortes chaleurs, etc. Donc, ça a un impact sur mon métier. Alors qu'au début, on a vachement de mal à réaliser. Donc, je vous encourage à faire ce genre d'atelier parce que c'est vraiment génial. Matrice de double matérialité au niveau métier. Et derrière, comme ça, on peut trouver des solutions avec un impact, enfin, de mesurer l'impact et la possibilité de mettre en place l'action. Parce que parfois, on se dit, c'est une action qui va mettre beaucoup de temps à être mise en place, mais en fait, elle va avoir un impact assez faible, alors qu'il y a des choses qui sont très rapides et qui vont avoir un gros impact. Donc, voilà, c'est plus un petit conseil. Tu veux réagir, Olivier, ou non, c'est bon? Je trouve ça très juste, donc j'abonde. On a sans doute d'autres questions, peut-être dans l'Assemblée. En tout cas, il y avait... Allez, monsieur. Bonjour. J'ai une question sur la mesure. Justement, vous avez parlé dans la conclusion, donc la prise de conscience, la mesure et la formation. Et la deuxième, c'est la mesure. La méthode de mesure, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus
sur cette procédure. Et d'ailleurs, est-ce que la mesure en France, est-ce que c'est la même comme aux États-Unis et en Asie? C'est-à-dire dans différentes régions ou différents continents, la mesure, c'est la même méthode ou ça peut être différente? Voilà. C'est une bonne question. Ça se passe comment en Amérique et en Asie alors? Je peux répondre que pour la France, mais le principe, j'imagine que le principe est le même. Je peux imaginer. Parce que globalement, on essaie de comprendre à chaque étape de tout ce que l'on fait, finalement, quelles sont les émissions qui y sont associées. Donc on va tout simplement se dire, tiens, combien est-ce qu'on a de participants qui vont se déplacer, c'est d'imaginer comment ils se déplacent. Alors, ensuite, on essaie de le mesurer. Ce qui est sûr, c'est que cette mesure, en fait, elle est toujours empreinte d'imperfection. Et tous ceux qui ont fait 2 bilans carbone le savent. C'est qu'il y a un premier bilan carbone qu'on fait comme ça en se disant, je fais avec les données que j'ai. Puis ensuite, on se rend compte qu'on a un gros paquet de trucs. On se dit, mais en fait, l'essentiel de notre impact, si je prends chez nous, c'est les transports. On ne mesurait pas les transports. On ne savait pas en fait combien est-ce qu'on faisait de kilomètres. On pouvait dire sur l'année combien est-ce qu'on faisait. On était incapable, on n'avait pas ce niveau de détail. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place effectivement des mesures qui sont mieux adaptées pour récupérer des données qui sont plus précises en disant ah, tiens, les collaborateurs, ils sont partis de tel endroit pour aller chez tel client et aujourd'hui ils renseignent à chaque fois d'où à où ils vont, sur quel mode de transport, de façon à ce qu'on soit capable d'être le plus précis possible. Alors qu'avant, ce qu'on avait fait, c'était juste une estimation. Donc, en fait, quand je dis la mesure, c'est vraiment ça se précise au fur et à mesure. Ensuite, je ne sais pas quelles sont les normes en Asie et en Amérique. Mais vous voulez peut-être en fait préciser comment ça se passe? Ça se passe comment là-bas? Parce que le bilan carbone ici, c'est assez simple. Hein. Enfin, c'est assez simple. C'est bien balisé, quoi. Exactement comment ça se passe en Asie. Mais je sais qu'en Chine, donc, il y a une conscience très très forte sur la neutralisation de carbone. Mais comme pendant la Covid plusieurs années, donc je ne suis pas rentré en Chine. Donc peut-être cette année, donc je vais regarder bien auprès. Rendez-vous au prochain Big alors, hein, pour la réponse. Oui, voilà, donc pour le 2025. Donc. Et vous revenez? Vous allez en train, de toute façon, en Chine, on est d'accord, hein? On a 2 autres questions. Alors, il y a une question déjà pour BPI France. Comment BPI France accompagne la démarche Lean? Donc, effectivement, on a plusieurs produits qui sont proposés. L'idée, c'est pas de faire d'autopromotion aujourd'hui, mais en tout cas, on a des accélérateurs, on a des diagnostics, on a des missions de sécurisation des opérations qui sont proposées par la team accompagnement. On a également différents produits qui sont proposés par la direction climat et les différents métiers autour du green. Donc, on peut en discuter si vous voulez juste après la masterclass pour vous donner un peu plus d'informations sur le sujet. Ça marche et pour les industries et pour les produits des services. Et on avait peut-être une dernière question, je pense qu'il nous reste à peu près 2 minutes. Jean nous demande, en partant d'une cartographie de process classique, telle que présente dans les cas qui ont pu être décrits, est-ce qu'il y a un delta pour l'adapter au sujet RSE? Comment on arrive à ne pas rester sur quelque chose de classique et à vraiment comprendre les enjeux RSE autour de ça? Alors c'est un bon point, c'est que quand j'échange avec des clients, ils me disent mais donc globalement on n'a rien d'autre à faire, hein. On le fait déjà quoi. Oui et non. Oui et non parce que il va falloir apprendre à regarder des choses qu'on n'avait pas l'habitude de regarder. J'ai un cas en tête effectivement dans l'agroalimentaire. On a fait une cartographie uniquement des déchets, des rejets et des effluents. Enfin, vraiment, et on a juste suivi ça. Donc on a regardé les pattes de poulet, où est-ce qu'on les mettait, c'est quoi le circuit qu'elles faisaient, et ainsi de suite. Et en fait, on a cartographié finalement ce que l'on ne cartographie jamais. Jamais. C'est à proprement parler inintéressant. Ce sont les déchets, ça se valorise à peine. Plus c'est dangereux. Enfin bref. Donc, vous voyez, on l'a adapté effectivement à ce cadre-là, et ça, on l'avait effectivement pas fait. Et ça veut dire que ça nous oblige à regarder différemment. Ça nous a obligé aussi à comprendre quels étaient les différents gaspillages. Pour ceux qui font du Lean, vous savez qu'on a catégorisé effectivement les 7, certains 18 gaspillages, peu importe.
On l'a fait également sur la partie environnementale pour être sûr de ne rien oublier, vraiment d'identifier tout ce qui pouvait se passer étape par étape. Ça a permis vraiment aux équipes de se rendre compte, mais oui, mais en fait, il se passe ça aussi. Ainsi de suite. Il y a plein de choses que l'on ne voyait pas. L'énergie, à part effectivement sur des procédés, en fait très importantes, mais globalement, jamais en fait, on regardait ça avec autant de précision. Donc c'est déplacer ce regard-là. Il y a des outils d'analyse qui sont complémentaires. La base est la même, c'est-à-dire qu'en fait, ce seront les mêmes rituels, ce sont les mêmes ateliers d'équipe, et ainsi de suite, mais avec un petit add-on qui permet de se dire, tiens, mais en vrai, quand on parle de l'impact, des émissions, ça se situe où? Ça veut dire quoi? Chauffer, ça consomme beaucoup? Oui, tout ça, toutes ces questions-là, c'est le petit complément qu'il faut faire pour être capable de donner toute sa puissance au Lean sur l'impact environnemental. Ouais, je vais faire vite. Au niveau des chantiers Lean que vous menez, parfois on fait de la digitalisation ou autre, est-ce que vous mesurez l'impact climat négatif que pourraient créer ces éventuels nouveaux procédés? Parce qu'on voit les gains que vous mesurez sur des chantiers dédiés, mais par exemple, il peut y avoir des chantiers de numérisation ou autres qui, au contraire, vont avoir un impact sur le climat ou la transition pas super, quoi. Alors ça, c'est une super idée. Ça veut dire qu'on ne le fait pas, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on engage nos clients à le faire. Nous, on fait juste un truc. Dans toutes nos propales, on met à côté du prix, on met le prix environnemental qui est associé. C'est-à-dire qu'on estime combien est-ce que 2 kg de CO2 l'ensemble de la mission va générer. Ce n'est pas encore un critère. Ça permet juste d'aider nos clients à se rendre compte de l'impact effectivement de ce que l'on fait. La digitalisation, tout le monde est pour, c'est génial. L'IA, rien que partager le fait que d'aller chercher une information que Google vous donne en une demi-seconde, même pas, demander à ChatGPT qui va mettre 3 secondes pour vous la trouver, bah c'est entre 7 et 25 fois de consommation d'énergie de plus, quoi. Voilà. Merci à tous, je pense qu'on a terminé. Très bonne journée et à votre dispo si vous avez des questions complémentaires pour continuer d'échanger sur le sujet. Merci Olivier.